Bonjour et bienvenue dans Pas de côté. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un pas de côté autour d'une figure à la fois très présente et parfois étonnamment invisible, celle du père. Depuis quelques semaines, je me suis replongée dans des textes psychanalytiques, mais aussi des travaux plus sociologiques sur la paternité, et notamment dans une étude qualitative qui explore comment les hommes construisent leur identité de père aujourd'hui, comment ils se représentent leur rôle et comment ils vivent concrètement leur implication au quotidien. Ce qui m'a touchée, c'est la tension qui traverse beaucoup de pères contemporains. L'envie d'être là, mais vraiment là, le désir d'être un bon père, impliqué, présent, affectivement disponible, et en même temps la persistance de normes, de réflexes, d'attentes sociales, y compris professionnelles et médicales, qui continuent de répartir la charge parentale de façon genrée. Derrière la question quelle est la place du père aujourd'hui, il y a en réalité plusieurs questions. Qu'est-ce qu'un père rend possible? De quoi est faite la présence paternelle? Et qu'est-ce qui, dans la société, facilite ou freine cette place? Dans cet épisode spécial vacances, je vous propose 3 mouvements. Le premier, le père comme fonction symbolique. Est-ce que ça devient aujourd'hui? La paternité comme identité en construction, présence, modèle, norme. L'implication concrète. Coparentalité rêvée, coparentalité vécue et résistance sociale. Le père comme fonction symbolique. On va commencer par là. Donc séparer, ouvrir et transmettre. Dans la tradition psychanalytique, on parle souvent du père comme d'une fonction, non pas seulement un homme, ni même le géniteur, mais une fonction qui vient organiser l'accès au monde. Il y a donc la fonction de séparation. Classiquement, la fonction paternelle est associée à une opération essentielle qui est d'introduire de la séparation. Séparer l'enfant de la fusion, de l'illusion que tout se suffit, que tout se confond. Mettre une limite et ouvrir un dehors, un extérieur, un autre possible. Mais ce point est important. Cette fonction n'a jamais été réductible à un individu seulement. Elle peut être incarnée par un père, un beau-parent, une commère, une autre figure d'attachement, une institution ou un autre cadre. Ce qui compte, c'est ce que cela permet. Ça permet de symboliser la limite, de rendre l'altérité possible, de soutenir l'accès au langage, au social, à la loi, au sens large. Il y a le risque d'une lecture figée en cela. Le piège, ce serait de croire que le père doit forcément être l'autorité verticale, la distance, la dureté, le tiers extérieur qui tranche. Or, la paternité contemporaine se reconfigure. Et la question devient, comment soutenir la séparation sans se retirer et comment être tiers sans se tenir hors du lien? La paternité comme identité en construction, la présence comme cœur du rôle. Ce que montrent beaucoup de travaux contemporains, et notamment des enquêtes qualitatives auprès de jeunes pères, c'est que la paternité est vécue comme une construction progressive, un apprentissage, une identité nouvelle. Devenir père, ce n'est pas seulement avoir un enfant. Dans ces récits, devenir père ressemble moins à un statut qu'à un travail. Se sentir légitime, trouver sa place, inventer des gestes, traduire un désir en pratique. Et ce qui revient très souvent, c'est que la paternité se construit autour d'un mot central, la présence. Présence physique, être là, mais aussi présence émotionnelle, être avec. Cette présence est décrite comme un engagement, protéger, accompagner, transmettre, prendre responsabilité du bien-être de l'enfant, y compris moral et affectif. Les modèles entre héritage et invention. Beaucoup de pères se construisent en s'appuyant sur des modèles. Le père qu'ils ont eu, à reproduire ou au contraire à éviter. Des figures autour d'eux, la fratrie, les amis, les collègues. Des représentations médiatiques, souvent caricaturales. Or, un point frappe. Les modèles disponibles sont parfois incohérents. Et d'un côté, l'injonction au nouveau père, présent, tendre, impliqué, et de l'autre, des scénarios anciens qui continuent de structurer l'imaginaire. Le père pourvoyeur, le père aide plutôt que co-responsable,
le père évalué comme exceptionnel dès qu'il fait des gestes ordinaires. La norme du bon père, une norme forte mais ambivalente. Aujourd'hui, être un bon père n'est plus seulement assurer matériellement, transmettre des valeurs et être là de temps en temps, c'est aussi participer aux soins, comprendre les besoins du bébé, s'impliquer dans les tâches domestiques, faire équipe. Mais cette norme peut devenir douloureuse si elle se transforme en idéal inaccessible. On attend qu'un père soit parfait dans l'implication, tout en le laissant dans un cadre social qui ne soutient pas réellement cette implication. On parle beaucoup de coparentalité comme idéal contemporain. Sur le papier, partage, égalité, coordination. Mais dans la vie réelle, ça se négocie, ça se reconfigure et ça se heurte à des résistances. Beaucoup de pères expriment une volonté claire, être partenaire. Ne pas aider, mais co-assumer. Faire équipe, c'est quoi finalement? C'est se transmettre de l'information, se relayer, co-décider et ajuster les gestes et les rythmes. Et pourtant, les données et les récits montrent un écart. Présence forte au début, accouchement, premier jour, congé, puis reprise du travail, organisation familiale, routine, et retour progressif vers une division plus traditionnelle. Ce qui est frappant, c'est que cet écart n'est pas seulement une question individuelle, c'est aussi une question de structure. Beaucoup de pères décrivent des mécanismes sociaux qui, parfois, sans intention explicite, finissent par positionner la mère comme pilote. Le langage, on parle plus naturellement à la mère. Les ressources, certaines infos sont adressées implicitement aux femmes. Les institutions, maternité, PMI, consultation. L'entreprise, le congé, la flexibilité, l'acceptabilité d'un père qui ralentit. Et il y a une conséquence psychique. Si la mère est pensée comme responsable principale, alors le père peut être relégué à un rôle secondaire, même quand il ne le souhaite pas. La socialisation genrée est un héritage qui colle encore. Même dans les couples très volontaires, il reste une socialisation genrée. Ce que chacun a vu, appris, a incorporé, ce qui paraît naturel ou évident, et la façon dont on évalue le bon parent, souvent plus exigeante envers la mère. La paternité contemporaine est donc souvent une zone de frottement entre désir d'égalité et routine genrée, entre engagement et contraintes professionnelles, entre idéal et réalité psychique, fatigue, incertitude, sentiment d'incompétence. Ce qui me paraît essentiel, c'est d'éviter deux impasses. L'impasse du retour à l'autorité. Quand on ne sait plus quelle est la place du père, une tentation sociale revient parfois. Il faut remettre de l'autorité, il faut un père qui tienne, il faut une figure forte. Mais restaurer une verticalité ancienne ne résout pas la question. Cela peut même effacer le mouvement historique qui a permis de reconnaître les femmes comme sujet, de protéger l'enfant, de penser la famille autrement que comme une hiérarchie. À l'inverse, l'autre impasse serait un père qui s'efface, qui n'ose pas prendre place, qui se sent illégitime ou qui est maintenu dans une position périphérique. Or, ce que les récits de pères impliqués montrent, c'est que la place paternelle peut être une présence qui soutient et qui relie, une présence qui cadre et qui limite, une présence qui ouvre des possibles. Pas une domination ni un retrait, une présence singulière. Quand on parle de la place du père, on parle en creux de sujets très sensibles. Notre rapport à l'autorité, à la dépendance, à notre façon de faire famille et à la question du tiers. On parle aussi du deuil, d'un modèle unique. La paternité est plurielle. Famille recomposée, monoparentalité, homoparentalité, père très présent, père absent, père empêché. La question n'est donc pas quel est le bon modèle, mais plutôt qu'est-ce qui, dans une configuration donnée, permet à l'enfant de se sentir accompagné, protégé et séparé de façon vivable. Si je devais résumer, la place du père aujourd'hui n'est pas en train de disparaître, elle est en train de se déplacer.
Elle quitte progressivement un modèle fondé sur la puissance, la distance et l'autorité verticale et elle cherche un autre équilibre, une présence réelle, une implication concrète, une coparentalité possible et une fonction de tiers qui ouvre au monde. Mais pour que cette place tienne, il faut aussi que la société la soutienne, pas seulement par des discours, mais par des dispositifs. Congés et organisation du travail, accueil des pères dans des espaces de soins, ressources qui parlent aux deux parents, reconnaissance d'une responsabilité partagée. Et pour vous, en conclusion, quelle est votre image du père? Quel père êtes-vous? Quel père avez-vous eu? Et qu'est-ce qu'un père rend possible, finalement? Si cet épisode vous parle, vous pouvez le partager autour de vous. Laissez une note ou un commentaire. C'est ce qui aide le plus le podcast à exister et à continuer. Merci d'avoir écouté mon pas de côté. Prenez bien soin de vous, prenons soin de nos pères et je vous dis à très bientôt.